le 14 novembre 2003 que mon travail a commencé en tant qu'officier de police judiciaire sur la plus grosse enquête que j'ai dû mener et qui fut aussi la dernière de ma carrière. Je n'avais encore jamais été confronté à une affaire aussi importante et aussi prenante psychologiquement. J'appelle le central, mais il faudrait que je sache combien de temps. Ça fait combien de temps qu'elle a été retrouvée. Bonjour, nous sommes le 14 novembre 2003 en direct des quais du Rhône où un cadavre vient tout juste d'être découvert. Nous allons essayer d'en savoir plus. Reculez, mesdames, s'il vous plaît, vous avez rien à faire ici. Ce meurtre fut le premier d'une longue série. Capitaine Capitaine, C'est vous. est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le meurtre? Est-ce que vous avez des détails? Qui est la victime? Je ne peux pas vous donner d'informations pour le moment. Un mois après, on retrouvait un cadavre dans une cave qui portait la même signature. Le meurtrier leur avait ouvert la commission des lèvres pour agrandir leur sourire. Aucune preuve, aucune empreinte, aucune explication. Le seul lien que l'on pouvait tisser entre elles, c'est qu'elles étaient toutes les deux jeunes et blondes. Le premier meurtre fut d'ores et déjà très intriguant pour la police. Cela pouvait ressembler à un crime passionnel. C'est à partir du second meurtre que l'on commença à faire appel à moi. L'affaire faisait beaucoup de bruit et le terme de serial killer était déjà apparu sur les lèvres des policiers. La situation commençait à nous glisser entre les doigts. Il y avait un nouveau meurtre chaque mois. Nous n'avions rien, aucune piste, aucun indice pour traquer notre tueur. Un profil commençait à se créer. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir exactement à quelle date il allait tuer ses victimes. C'est tous les 28 jours qu'on les retrouvait ou qu'on pouvait estimer une date de décès. Toutes les victimes étaient jeunes, blondes, habillées en prostituées, avec ce large sourire de l'ange. C'est au 9e meurtre, le 26 juin 2004, que l'on trouva sur une scène du crime une empreinte qui nous aida à trouver le meurtrier. C'est grâce à elle qu'on a pu émettre un avis de recherche sur la personne de Gabriel Magnin. Les empreintes retrouvées sur le corps de la victime étaient bel et bien dans nos fichiers. Mais le dossier du suspect était tenu confidentiel. J'avais l'impression d'être dans un film américain, d'être un pantin sur qui tout retomberait si je retrouvais pas rapidement le trou. J'ai appris pas mal de choses sur cet individu grâce au dossier récupéré. Maxence Larnier est né le 2 janvier 1975 à Belleville. Il fut condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de sa mère. Cette affaire avait été menée et classée trop rapidement. On avait appris également qu'elle était prostituée et qu'elle vivait seule avec lui dans son appartement à Villeurbanne. Elle fut retrouvée morte sur son lit le 14 novembre 1991. Son fils allongé à côté d'elle. On a pu affirmer qu'elle était morte en se déboîtant la nuque. Tout prouvait qu'il était coupable. En plus, lors du procès, le pauvre gamin n'a même pas cherché à se défendre. Ce qui l'a d'autant plus accablé, c'est qu'on a retrouvé sur sa mère un large sourire dessiné au rouge à lèvres. Du coup, il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ah de la merde. Parce que tu es une pauvre petite merde. Pourquoi je t'ai vu, moi? J'aimerais bien savoir.
connu Maxence dès qu'il est arrivé au centre. Au début, on se parlait pas trop, hein, ça a pris 1 an au moins. C'était un mec très renfermé, qui dessinait beaucoup, qui parlait à personne. Il était toujours très violent et il se battait avec tous les détenus. Et puis c'est en avril 94, je crois, qu'on m'a transféré et qu'on m'a mis dans la même cellule que lui. Bon, au départ, ça se passait pas forcément très bien, mais par la force des choses, on est devenus potes, quoi. Les troubles de Maxence, dus à une enfance difficile, sont très schématiques des personnes de sang-froid, qui peuvent avoir des envies, des plaisirs vraiment différents des nôtres. Puis après, j'ai traîné avec lui le reste de ma peine. Il m'a pas beaucoup parlé de ce qu'il avait vécu, mais j'ai compris qu'il aimait sa mère, qu'il l'aimait profondément. Mais elle le battait quand elle était de mauvaise humeur ou quand elle avait pas de taf. Et ça arrivait souvent. Taf, putain, tu fous rien! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu veux, toi? Et il m'avait expliqué qu'elle avait des problèmes, je sais plus trop. Mais bon, moi je voulais me sortir de tout ça et vraiment essayer de garder contact avec lui. Mais assez rapidement, il a décidé de plus me répondre ou de plus vouloir me voir. J'ai abandonné parce que j'ai dû quitter la région, j'avais trouvé un taf ailleurs. D'après les comptes rendus de la police, le 9e meurtre ne s'était pas passé vraiment tel que Gabriel Maxence l'aurait voulu. A priori, il avait 1 jour de retard sur son agenda. Enfin, si l'on peut dire ça comme ça. Sébastien. Le meurtre datait du 27 juin au soir quand on l'a retrouvé. L'empreinte avait été relevée sur la poignée de la porte d'un box de garage abandonné. Elle était recouverte du sang de la victime. Clara, je te montre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas qu'on monte? D'après mon expertise, les tueurs en série laissent plus que leur empreinte de tueur afin de se faire traquer et de jouer avec les autorités. Ça leur donne beaucoup plus de piment dans leur folie meurtrière. Mais Gabriel n'était pas de ceux-là. Même s'il a déjà tué auparavant, il lui reste encore beaucoup à apprendre. Par exemple, l'empreinte laissée sur la poignée. T'as perdu ton joli sourire. Maintenant que la maladie mentale a été déterminée grâce à sa biographie, l'inexistence de liens sociaux et sa démarche meurtrière, il nous fallait absolument comprendre où et de quelle façon il allait répéter son geste. En tout cas, ce dont on est complètement certain, c'est que Gabriel ne peut être considéré comme un meurtrier sexuel. Aucune de ses victimes n'a été violée. Je pense même qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle due aux occupations de sa mère. Toutes ces victimes ressemblaient physiquement à cette femme. Et on pourrait même presque croire qu'il se vengeait encore de cette souffrance infantile plus que le plaisir de tuer. On savait qui il était. On savait quand et comment il allait agir. À un moment, on a même cru qu'il avait abandonné. Plus aucune victime avec le sourire de l'ange.
Gabriel Magnin ne travaillait pas. Il n'avait pas de compte bancaire. Et à l'époque, on n'avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui pour pouvoir le localiser. Bref. Plus aucune nouvelle de nos tueurs jusqu'au 12 novembre 2004. Et on nous a signalé 3 corps dans le parc de Fourvière. 2 étaient encore intacts dans leur sac mortuaire et le dernier dans une rivière juste à côté. Ce jeudi 12 novembre, 3 nouveaux corps ont été retrouvés près de la cathédrale Notre-Dame de Fourvière. Ces 3 meurtres ont été estimés à un mois d'intervalle chacun, ce qui remet en doute la présence du tueur en série Gabriel Magnin. Il me semblait gentil et attentif à première vue. C'était quelqu'un d'agréable et j'ai aimé passer cette soirée avec lui. Mais ce fut horrible parce qu'il me ramena chez lui complètement saoul et que je découvrais les photos sur les murs. Là, tout a changé. Il m'a frappé et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais habillé différemment, comme une pute. Son regard était devenu malsain et j'ai compris que pour moi c'était la fin. Il m'a poignardé, il m'a fait un peu la violence, mais j'ai réussi à m'échapper. Mademoiselle Drayen nous a tout de suite appelés. Une équipe s'est occupée d'elle. Et nous, on s'est chargé d'interpeller le malade qui l'a séquestré. Quand on a fait irruption dans l'appartement, qu'on l'a interpellé, menotté et gardé à vue, c'est là qu'on a compris à qui on avait affaire. Il y avait un mur complet, rempli de photos de ses victimes. Et la caméra qui avait servi à filmer les meurtres. Dans l'équipe, personne n'y croyait. On a préféré attendre qu'ils soient en prison avant d'avertir la presse et la population. Je crois qu'on a bien fait. Le scandale du 12 novembre a dû l'effrayer. Du coup, le lendemain, il en a perdu tous ses moyens. C'est ça qui a permis à la police de le retrouver. Sur le trajet vers le commissariat, nous avons eu un accident assez sérieux. Et le suspect en a profité pour s'échapper, car nous étions inconscients. Là est toute la frustration dans cette enquête. Avoir passé un an à traquer ce cinglé et ne pas avoir pu le faire condamner. Je me suis beaucoup remis en question. J'ai préféré quitter le terrain pour une heure. Quelques semaines plus tard, une voiture fut récupérée dans le Vieux-Rhône vers le chemin de Valmont. Une large quantité de sang gisait sur le tapis de la voiture. C'était celui de Gabriel Magnin. Aucun corps ne fut retrouvé. Le mystère plane encore sur la mort d'un des plus grands meurtriers